bâtiment suite à un tremblement de terre, y aurait-il une amélioration ou une évolution dans la structure du bâtiment? Alors, comment un esprit rationnel pourrait-il penser que des changements aléatoires comme les mutations génétiques auraient pu être la cause de l'évolution des espèces? Dans un célèbre manuel scolaire de biologie, il est d'ailleurs dit, au sujet des mutations génétiques, un changement aléatoire n'est pas susceptible d'améliorer le génome, pas plus que tirer une balle aveuglément sur le capot d'une voiture n'est susceptible d'améliorer les performances du moteur. J'ai, dans la guerre, traité le conte de fées de grandes personnes. Oui. Pour grandes personnes, ces théories de la marque de Darwin. Certains lecteurs ont été choqués par cette expression. J'avoue que je la maintiens. Oui. Et quand je vois encore des gens sérieux croire que vraiment des ailes vont pousser aux animaux parce qu'ils avaient besoin ou parce qu'ils avaient envie de voler, ou alors même la théorie de Darwin, de penser que les amibes sont devenus l'Académie française, comme dit Bernard Schopp, Bernard Schopp, une mare d'amibes est devenue l'Institut. Eh bien, c'est tout de même difficile de penser que ça s'est formé à coup de variations tout à fait accidentelles. J'avoue que vraiment, ça me paraît enfantin, et on aura du mal à en débarrasser la science. Voilà quel est mon avis secret. Car en effet, ces théories satisfont assez le gros public. Oui, c'est une tentation intellectuelle. Tentation intellectuelle, elles sont séduisantes. Et il est d'ailleurs curieux qu'on n'a jamais même proposé que ça. Lorsqu'on médite réellement sur la complexité et la diversité des animaux qui nous entourent, est-ce vraiment raisonnable de penser qu'ils aient pu apparaître par un simple hasard? Dans un livre sur la biophysique, on apprend même que la technologie humaine est encore très en retard par rapport à la nature. Saviez-vous, par exemple, que la mouche, grâce à deux petits organes qui contrôlent le battement de ses ailes, arrive à effectuer des manœuvres en plein vol qui surpassent de loin celles effectuées par les avions de chasse d'aujourd'hui? Saviez-vous aussi que les systèmes de chauffage et de climatisation des nids de termites sont supérieurs à ceux inventés par l'homme en termes de consommation d'énergie et d'équipement? Saviez-vous que le système de transmission à haute fréquence des chauves-souris est bien plus efficace que n'importe quel radar conçu par les humains? Saviez-vous qu'une espèce d'éponge marine possède des fibres optiques plus performantes et plus solides que celles conçues par les humains? Comment se fait-il que le monde naturel soit doté d'une infinité de systèmes parfaits et de technologies remarquables qui surpassent amplement les systèmes et technologies créés par les humains? Les espèces vivantes sont même si complexes que de nombreux ingénieurs s'inspirent aujourd'hui du monde naturel pour développer de nouvelles technologies. Saviez-vous, par exemple, qu'un télescope à rayons X a été conçu en imitant l'œil du homard? Car l'œil du homard est composé, sur certaines espèces, d'environ 3000 facettes carrées réfléchissantes formant un réseau optique avec un champ de vision de 180 degrés. Par conséquent, le homard a la capacité de voir les images autour de lui sans que son œil tourne. Saviez-vous que des robots waterproof, utilisés dans des opérations de sauvetage, ont été créés en imitant un poisson tropical appelé le poisson-couteau? Car le poisson-couteau est connu pour sa manœuvrabilité hors du commun et une agilité digne d'un vrai acrobate. Avec sa nageoire tout en longueur, il arrive à se déplacer dans toutes les directions, aussi bien en avant qu'en arrière, ainsi qu'à la verticale, quasiment instantanément. Saviez-vous que l'avant d'un TGV japonais a été conçu en imitant le bec de l'oiseau martin-pêcheur? Car le bec du martin-pêcheur a une forme idéale pour une transition fluide de l'air à l'eau. Ce changement de pression de l'air à l'eau est similaire à celui qu'un train expérimente lorsqu'il quitte un tunnel. Les ingénieurs japonais ont donc décidé de reconstruire l'avant du train en reproduisant le design du bec du martin-pêcheur, ce qui a permis de réduire le bruit des trains, mais aussi leur consommation d'énergie de 15%. Saviez-vous aussi que la surface la plus imperméable qui existe a été créée avec des soies d'araignée? Et qu'une nouvelle technologie d'affichage a été créée en s'inspirant du système de réfléchissement de la lumière présent dans les ailes de certains papillons? N'y a-t-il donc pas dans la nature tant d'exemples qui devraient nous amener à réfléchir et à nous demander, est-ce raisonnable de penser que tout ceci soit le fruit de simples accidents? Et si on parle ici seulement du monde animal, alors que dire de l'être humain et de son cerveau? Saviez-vous que le cerveau humain est plus complexe que n'importe quel ordinateur que nous avons créé? On nous présente, et on a bien raison de nous présenter par exemple le LEM, vous savez, qui arrive sur la Lune avec un ordinateur qui lui permet de calculer la distance qu'il sépare de la surface de la Lune, grâce auquel il va ralentir sa vitesse petit à petit, jusqu'à ce qu'il arrive à la surface du sol lunaire en faisant quasiment du surplace, n'est-ce pas? Il y a donc un ordinateur qui règle la vitesse
et un système de freinage. Il y a aussi un système directionnel, parce que si l'objectif qui est visé ici, si le LEM s'en écarte, il va y avoir des petites fusées latérales qui vont rétablir le mouvement. C'est une merveille. Mais nous qui faisons ça, nous avons à notre disposition cet ordinateur qui nous permet de régler la vitesse pour nous arrêter juste au but, qui nous permet de régler la direction pour ne pas nous écarter de la direction. Et ça, c'est un geste extrêmement simple. Mais nous faisons des choses terriblement compliquées à chaque instant et qui changent tout le temps. La complexité du cerveau et de certains membres du corps humain constitue sans doute l'une des objections les plus sérieuses à la théorie de l'évolution. Si sérieuse que même le cofondateur lui-même de la théorie de l'évolution le reconnaît. Son nom, Alfred Russel Wallace, le cofondateur de la théorie de l'évolution avec Darwin. 10 ans après la publication de l'origine des espèces, Alfred Russel Wallace déclara dans l'un des plus célèbres journaux anglais « Ni la sélection naturelle, ni la théorie générale de l'évolution ne permettent d'expliquer quoi que ce soit sur l'origine de la vie sensationnelle et consciente. » Mais on peut même aller plus loin et affirmer qu'il existe des caractéristiques purement physiques de la race humaine qui ne peuvent pas être expliquées par le biais de la théorie de l'évolution et la survie du plus apte. Le cerveau, les organes de la parole, la main et la forme extérieure de l'homme nous offrent des difficultés particulières à cet égard sur lesquelles nous allons brièvement attirer l'attention. Si l'on médite simplement sur la complexité de notre cerveau, qui dépasse de loin toute technologie jamais créée par l'être humain, est-ce raisonnable de penser qu'il soit apparu par hasard ? Si l'on médite sur sa composition, avec des centaines de milliards de neurones et ses impulsions électriques circulant à une vitesse d'environ 100 mètres par seconde, comment un esprit rationnel peut-il penser que cela provient du hasard ? Comment imaginer, par exemple, qu'un système si complexe que le système nerveux central, constitué d'un réseau très ordonné de milliards de neurones, aurait pu émerger par hasard par de petites modifications successives accidentelles ? Et que dire de la conscience ? Comment des lois physiques et des réactions chimiques aléatoires auraient-elles pu donner naissance à l'intelligence, à la morale et à la conscience ? Pour beaucoup, prétendre que la conscience provient métaphoriquement parlant d'un tas de terre et de cailloux est une absurdité inconcevable. Lorsqu'on médite réellement sur nous-mêmes et sur notre corps, n'est-il pas difficile de croire que toutes ces perfections est le résultat de simples accidents ? Saviez-vous par exemple que notre corps est composé de plus de 100 000 km de vaisseaux sanguins, d'environ 25 000 km de bronches, de 800 millions d'alvéoles, de 10 000 bourgeons gustatifs, de 250 récepteurs sensoriels par centimètre carré de peau, de plus de 600 muscles, de 10 à 25 millions de récepteurs olfactifs et de 100 000 milliards de cellules. Alors, comment un esprit sain peut-il croire qu'un organisme si sophistiqué soit le résultat de causes accidentelles ? Moi, je ne peux pas arriver à penser que par une série de petites mutations fortuites, les êtres les plus compliqués, les êtres supérieurs se sont formés. Remarquez, le problème est peut-être moins affolant pour un botaniste que pour un biologiste. Il l'est encore davantage. À vous trouver. J'ai l'impression quand même qu'il est moins terrible de se demander comment s'est formé un chêne ou un sapin que de se demander comment s'est formé un homme. Oui, peut-être. Tout de même. Mais le malheur, c'est que nous n'étions pas là, n'est-ce pas? Voilà. Mais justement, ça m'intéresse beaucoup de prendre contact avec un botaniste. Est-ce que pour lui, le problème est aussi angoissant? Le problème est aussi angoissant. Le problème Oui, est aussi angoissant, mais peut-être que c'est plus spéculatif, plus théorique quand même. Tout de même, vous avez les formes supérieures des végétaux, Oui. mais vous n'avez pas ce terrible, je pense ce mot terrible, ce terrible aboutissement du cerveau humain et de la pensée, n'est-ce pas? Oui, bien C'est sûr. le problème plus dramatique. Oui. Donc chez vous, le problème est moins dramatique quand même. Peut-être parce que des champignons, des végétaux aussi primitifs que les champignons, par exemple, posent moins de problèmes. Moins de problèmes. Des animaux qui sont doués d'un organisme extraordinairement différencié. Oui, le passage du champignon quand même au chêne Oui. doit être quand même pour vous moins effrayant que le passage d'un ver de terre à l'homme. Je ne sais pas. Non, vous ne le savez pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est aussi incompréhensible. Et c'est incompréhensible. C'est aussi incompréhensible. J'aime bien ce mot car c'est vraiment pour l'instant ma conclusion. Aujourd'hui, en France, il est communément accepté que la théorie de l'évolution est un fait scientifique prouvé et que seuls les ignorants la rejettent. Pourquoi ? Car la théorie de l'évolution est aujourd'hui la théorie dominante et officielle au sein de la science pour expliquer l'origine de la vie. Par conséquent, tous les manuels scolaires, les publications scientifiques, ainsi que les programmes scientifiques télévisés sont rédigés par les partisans de la théorie.
Du coup, beaucoup de personnes pensent que cette théorie est un fait scientifique prouvé et que la remettre en question relève de l'ignorance ou de l'intégrisme religieux. Néanmoins, ce que la majeure partie de la population ne sait pas, c'est que si la théorie de l'évolution reste aujourd'hui la théorie officielle au sein de la science, ce n'est pas parce que les preuves scientifiques sont abondantes à son sujet ou bien parce qu'elle a été prouvée par des preuves logiques et cohérentes. Au contraire, si cette théorie est acceptée de manière universelle au sein de la communauté scientifique, c'est simplement parce que la seule alternative pour expliquer l'origine de la vie est l'idée d'une création surnaturelle et que la science ne peut pas l'accepter. En effet, la science aujourd'hui, pour expliquer l'origine de la création, accepte uniquement des hypothèses naturelles qui peuvent être testées et observées dans un laboratoire. Dans un manuel publié par l'Académie nationale des sciences américaines, on peut lire « Parce que la science est limitée à expliquer le monde naturel au moyen de processus naturels, elle ne peut pas invoquer des causes surnaturelles dans ses explications. Les scientifiques sont donc contraints à interpréter les données d'une certaine façon et ne peuvent en aucun cas évoquer des causes surnaturelles pour expliquer l'origine de la création. Donc, étant donné que la théorie de l'évolution est la seule explication naturelle possible concernant l'origine de la vie, alors toutes les données scientifiques vont nécessairement être interprétées suivant le scénario de l'évolution. Prenons un exemple avec les similitudes physiques entre l'être humain et le singe. Étant donné que les scientifiques n'ont pas d'autre choix que d'interpréter ces similitudes en utilisant la théorie de l'évolution, ils interprètent ces ressemblances physiques en disant que nous descendons du singe. Néanmoins, il existe une autre interprétation tout aussi acceptable, voire même beaucoup plus logique selon certains, qui est de dire qu'il existe un créateur commun. Prenons par exemple une Porsche 356 et le premier modèle de la voiture coccinelle de Volkswagen. Elles ont toutes les deux un moteur à 4 cylindres, une suspension indépendante, 2 portes, un coffre à l'avant et beaucoup d'autres similitudes. Alors, pourquoi ces deux voitures ont-elles tant de similitudes? Parce qu'elles avaient le même créateur, qui était l'ingénieur automobile Ferdinand Porsche. Alors, si un constructeur automobile utilise couramment les mêmes parties dans des voitures différentes, pourquoi être surpris si le créateur de la vie a utilisé la même biochimie et les mêmes structures dans de nombreuses créatures différentes? Donc, lorsqu'on voit des similitudes entre les êtres vivants, et notamment entre l'homme et le singe, pourquoi cela impliquerait-il forcément une descendance commune et pas un créateur commun? La réponse, encore une fois, est simplement que les scientifiques sont contraints d'interpréter les données scientifiques selon la théorie de l'évolution. Du coup, les données scientifiques vont nécessairement toujours prouver d'une façon ou d'une autre la théorie de l'évolution, raison de plus pour laquelle beaucoup de gens pensent que cette théorie a été scientifiquement prouvée. Les données scientifiques ne réfutent donc pas l'hypothèse d'un créateur, mais c'est uniquement l'interprétation qu'on fait de ces données scientifiques qui semble contredire l'idée d'un créateur. Et si une création divine n'est jamais mentionnée comme explication possible de l'origine de la vie, c'est simplement parce qu'elle n'est pas naturelle et non pas parce qu'elle est fausse. Le scientifique Scott Todd confirme cela dans l'un des plus prestigieux magazines scientifiques. Même si toutes les données pointent vers un designer intelligent, une telle hypothèse est exclue de la science car elle n'est pas naturelle. L'hypothèse d'une création divine est donc automatiquement exclue de la science, même s'il s'agit de la meilleure explication, tout simplement parce que cette hypothèse n'est pas naturelle. C'est malheureux à dire, mais la science, de nos jours, pour expliquer l'origine de la vie, cesse donc d'être à la recherche de la vérité, car elle est devenue esclave de la doctrine du naturalisme et du matérialisme. En résumé, si la théorie de l'évolution reste aujourd'hui la théorie officielle au sein de la science, c'est uniquement parce que c'est la seule explication naturelle possible concernant l'origine de la vie et non pas parce qu'elle a été prouvée scientifiquement. Et pour preuve, nous allons voir que cette théorie est loin d'avoir été prouvée scientifiquement. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises.